Donc, en fait, on va parler ce soir du PER, puisque le PER, c'est un projet, en fait, pour revenir à la genèse. Les différents gouvernements comment dire, se sont posé la question de comment constituer des fonds d'épargne, des fonds de pension à la française. Et en 2017, ils ont commencé une interrogation auprès des assureurs. Les assureurs ont expliqué à l'époque au gouvernement qu'il fallait légiférer pour que les produits de retraite puissent avoir une sortie en capital. Alors, on n'est pas allé totalement au bout de la logique, puisque dans le PER, il y a plusieurs produits, et certains seulement sont avec une sortie en capital, pas tous. Mais en tout cas, ça a été le vrai changement, ça a été la sortie en capital. Alors, qui dit, de toute façon, une déduction fiscale à l'entrée dit une sortie en capital au terme. Alors, au début, on s'est dit, mais si on fait une grosse sortie en capital à la retraite, ça va être une catastrophe. Bon, les assureurs ont été un peu plus malins pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils veulent garder les fonds, donc ils ne vont pas faire une sortie en une seule fois, et puis fiscalement, ce ne serait pas forcément intéressant. Donc, assez rapidement, les compagnies ont compris qu'il fallait faire des rachats programmés, réguliers. Et à ce moment-là, on retrouvait un équilibre entre bah, les fonds que l'on avait mis, et souvent une tranche marginale d'imposition qui était plus élevée pendant la période de cotisation, et puis moins élevée souvent pendant la période de retraite. Voilà, alors il est 18h18, donc nous avons laissé 3 minutes très largement pour nous rejoindre sur ce webinaire. Je serai accompagné de Julien Renarda et Yann Vellard qui pourront prendre la parole pour une partie de ce webinaire, notamment pour certaines diapositives. Yann est responsable de la cellule technique chez lui, cellule patrimoniale. Et puis Julien est diplômé de l'OREP comme moi, et lui est plutôt en front office avec moi, et Yann aussi. Et donc nous interviendrons tous les trois ce soir. Donc nous allons faire, pour commencer ce webinaire, nous allons faire quelques rappels. Alors, le premier rappel, c'est un rappel concernant la loi Pacte qui met en place le plan d'épargne retraite. Donc, c'est le socle commun, c'est le plan d'épargne retraite, hein, le PER, avec des modalités de souscription de deux ordres. Soit c'est une souscription individuelle que vous trouvez ici à droite, hein, la souscription individuelle qui nous donne accès donc au PER individuel, qui est lui-même le successeur du PERP et la loi Madelin. Et puis, de l'autre côté, nous avons la souscription à l'initiative de l'entreprise. Et à ce moment-là, ça donne accès au PER collectif ou au PER obligatoire. Donc l'un est le PERCOL est le successeur du PERCO et l'autre est le successeur de l'article 83. Donc ça, ce sont les différentes possibilités que l'on a pour souscrire un PER. Ensuite, la volonté affichée du législateur était d'aller vers les fonds de pension. Et pour aller vers les fonds de pension, la première étape, c'est une unité de gestion. Je m'explique. Une unité de gestion, c'est dans une même enveloppe d'épargne, je peux me retrouver avec plusieurs compartiments. Donc c'est là qu'on a créé les compartiments 1, 2, 3. Le compartiment 1, c'est le PER individuel. Donc, soit je verse dans mon PER individuel, soit je transfère un PERP, soit je transfère une loi Madelin. Ça, c'est mon compartiment 1. Le PERCOL ou le PERCO, c'est le compartiment 2. Donc, sur ces deux premiers compartiments, j'ai une sortie en capital qui est possible. Et puis, j'ai le compartiment 3, lui, qui est le transfert d'un article 83 ou le transfert d'un le PERO. Et le PERO obligatoire, ça, c'est le compartiment 3. Donc, le compartiment 3, on voit que on ne pourra pas forcément sortir en capital. Alors, dans certains cas, on pourra le faire, notamment si jamais on a un petit capital. Il faut noter que si vous êtes, si votre employeur souscrit un PER obligatoire, donc ouvre un PER obligatoire avec un compartiment 3, vous pouvez faire vous-même des versements à titre personnel. Donc dès qu'un des compartiments est ouvert, soit par l'employeur pour le 2 et 3, soit pour vous-même, eh bien vous pouvez faire des versements complémentaires. C'est ce qu'il faut retenir. Si votre employeur a démarré quelque chose au niveau de l'entreprise, bien vous-même vous pourrez
alimenter le compartiment 1. C'est ça quand même en termes d'organisation, la vraie nouveauté. La diapositive suivante concerne donc un petit rappel fiscal. Donc sur ce point-là, je vais aussi commenter. On a des tranches marginales d'imposition qui sont donc ce qu'on appelle le taux progressif. Alors, retenez que la moitié des contribuables français sont exonérés d'impôts pour différentes raisons, puisque il y a 10 000 euros qui sont exonérés, 20 000 quand on est un couple, mais il y a en plus une décote qui vient s'appliquer qui fait que souvent jusqu'à parfois 23, 24, 25 000, on ne paye pas d'impôts. Et puis ensuite, on rentre dans des tranches à 11, 30, 41 et 45, et on va dire que la majeure partie des gens qui sont imposés sont dans une tranche à 30, souvent ils ont une tranche à 30, et puis la majeure partie des gens qui constituent notre auditoire sont dans des tranches qui se situent plutôt aux environs de 30, 41, voire dans certains cas 45. Vous comprenez que aujourd'hui, une profession libérale, une profession médicale, une profession indépendante en cours d'exercice va assez facilement se retrouver dans une tranche à 41%, pour peu notamment qu'il y ait de revenus dans le ménage. On peut réduire son impôt par des dons, par des crédits d'impôt, par des réductions d'impôt, et à ne pas confondre les crédits d'impôt et les réductions d'impôt. Et puis on peut aussi réduire sa base imposable. Dans le cas présent, aujourd'hui, ce que l'on va étudier, c'est que vos cotisations sur le père individuel vont réduire votre base imposable. Je mets un exemple simple. Aujourd'hui, je suis dans la tranche, la quatrième tranche. Moi et mon conjoint, nous gagnons au total de nos rémunérations imposables, on va dire 180 000 euros. Eh bien, si je cotise 30 000 euros dans cette tranche-ci, eh bien, je vais baisser ma base imposable de 30 000 euros, et donc immédiatement 41% de ma cotisation, elle est prise en charge par l'État, elle est prise en charge par la réduction d'impôt. Voilà pour ces rappels. Il est évident que si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions et vous poser une question. Il n'y a pas de souci, je regarderai si des questions sont posées. Et, vous levez la main, enfin en tout cas, je jette un œil aujourd'hui sur cette partie-là quant aux questions qui peuvent être posées, qu'on va plutôt traiter à la fin, mais si jamais vous en avez, vous n'hésitez pas. On essaiera de les traiter au fur et à mesure s'il y en a. Ensuite, une fois qu'on a donc posé ces rappels, on va maintenant parler des différentes situations. Donc, les différentes situations que l'on peut rencontrer, en France en tout cas, c'est qu'il y a une différence pour l'instant entre les régimes des salariés et les régimes des non-salariés. Il y a aussi les fonctionnaires, et puis on traitera la question des retraités un petit peu plus bas. Donc, si vous êtes salarié, ça ne change pas. Avant, vous aviez le droit au PERP. Aujourd'hui, le PERP, c'est le PERIN, on va dire 163, c'est-à-dire c'est 163 quatervicies, qui est l'article du Code général des impôts auquel se rapporte votre déductibilité. On va voir à peu près on va voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Si par contre vous êtes travailleur non salarié, si vous êtes gérant majoritaire, si vous êtes profession médicale, indépendant, eh bien vous avez le choix entre deux modes de déduction. L'un qui est l'article 154 bis au titre de l'ex-loi Madelin, et l'autre qui est l'article 163, puisque vous êtes aussi un contribuable comme le salarié, donc vous avez droit comme le salarié à l'article 163. Dans le cadre de fonctionnaires ou de praticiens universitaires ou praticiens hospitaliers, il y en aura quelques-uns dans les gens qui vont revoir le webinaire en replay. Donc on a d'un côté la possibilité de cotiser sur des régimes spéciaux qui sont le Corem ou le préfonds. Et puis, de nouveau, comme je suis un contribuable classique, j'ai droit à l'article 163 pour déduire. Et puis, si je suis retraité, je peux continuer à cotiser dans le cadre du PER, du PERIN, avec toujours l'article 163. Toutes les compagnies ne prennent pas des retraités, hein, notamment dans le cadre des transferts. On a certaines compagnies qui ont refusé des transferts et des cotisations de retraités. Mais par exemple, on a le cas
de ménage où, par exemple, madame est à la retraite et monsieur travaille, ou monsieur est à la retraite et madame travaille, et il n'y a pas de raison que, alors qu'ils ont une tranche marginale d'imposition élevée, on ne puisse pas adapter la tranche marginale d'imposition, enfin, on ne puisse pas faire des versements déductibles. Donc ça, c'est possible. Et puis, de plus en plus, ce qui arrive, c'est que nous avons aussi des cumuls emploi-retraite. Et donc, on a parfois des TNS qui sont en cumul emploi-retraite. Et donc, dans ces cas-là, on a beau être à la retraite, on peut quand même utiliser l'article 154 bis quand on est à la retraite. Donc, il ne faut pas penser que on s'arrête de cotiser un PER parce qu'on est à la retraite. On peut tout à fait être amené à le faire. Voilà. Donc, je vais moi commenter le disponible de l'article 154 et puis après je passerai pour l'article, la diapositive suivante sur l'article 163, je passerai la main à Yann. Donc sur l'article 154 bis, donc dit loi Madelin, on a un revenu, soit on a un revenu qui est inférieur à un PASS. Donc dans ces cas-là, on a un disponible fiscal qui est donc de 4 114 €. C'est-à-dire si je gagne 20 000 €, j'ai quand même un disponible de 4 114 € pour cotiser. Attention, si je gagne 20 000 €, ici, il y a des chances que je sois peu ou pas imposable. Je suis dans une tranche à 11%. Est-ce que si je suis pendant mon activité professionnelle dans une tranche à 11%, est-ce que j'ai intérêt à cotiser alors qu'à la retraite, je risque d'être non imposable? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à le faire? Nous pensons qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire. Par contre, si mon revenu, lui, dépasse un plafond annuel, le PAS, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, si je dépasse, donc si je suis au-delà de 41 136, à ce moment-là, le calcul se complique un petit peu. N'oublions pas que nous sommes en France. Les gens qui écrivent des lois n'ont pas toujours les pieds qui touchent par terre. Donc je peux cotiser 10% jusqu'à 8 passes, donc globalement jusqu'à 320 000 €, je peux cotiser 10% de ma rémunération. Et en complément de un plafond, donc de 41 136 à ces fameux 320 et quelques mille euros, je peux rajouter 15% en termes de déductibilité. Ce qui fait que globalement, dans le cadre de la loi Madelin, l'ex-loi Madelin ou l'article 154, dans l'absolu, je peux cotiser plus de 70 000 € sur mon PER. Attention là encore, c'est que si je cotise de manière aussi importante, il se peut que je réduise beaucoup, voire trop, ma tranche marginale d'imposition. Attention aussi que si je dépasse certains montants de cotisation, dans le cas présent 15% de ma rémunération, eh bien je vais attaquer mon disponible du PERP que je vais retrouver dans mon avis d'imposition. Je regarde juste si Yann a pu brancher son micro. Il a branché son micro, donc on va pouvoir l'entendre sur la diapositive suivante qui concerne le 163 pour le disponible de l'article 163. Yann, à vous la parole pour cette diapositive. Bonsoir tout le monde. Donc Yann, j'interviens au sein de Montaigne Conseil en tant qu'ingénieur patrimonial et effectivement je prends le relais sur le anciennement disponible PERP. Alors le disponible PERP est un peu plus simple que dans le cadre de la loi Madelin, dans la mesure où on a simplement les 10% de revenus d'activité qui vont nous permettre d'obtenir un disponible. Mais le plus simple, à mon avis, c'est de vous fournir un exemple, c'est-à-dire qu'on va partir sur un salaire net de 100 000 €. En tenant compte de la déduction forfaitaire de 10%, on va rester avec 90 000 € de reste imposable. Et c'est sur ces 90 000 € que l'on va calculer le disponible PERP, soit 10% de 90 000 €, 9 000 €. Alors peut-être pour faire le parallèle avec le dispositif Madelin, si on repart sur 100 000 € de BNC, on va s'apercevoir qu'on va avoir un disponible fiscal bien plus important, puisqu'on va retrouver 10% de 100 000 €. Alors, on remarquera qu'il n'y a pas le forfait pour frais professionnels qui s'applique quand on est BNC. On l'a quand on est gérant majoritaire. Donc là, on a 100 000 €,
on retient 10% de ces 100 000 euros, donc on a 10 000 euros, mais on va ajouter les fameux 15% qui sont vraiment réservés au TNS, et ça va s'élever à 8 829 euros, et donc on aura 18 829, alors que dans le cas du salarié qui a la même rémunération, on sera à 9 000 euros disponibles. Voilà, donc en résumé, j'ai navigué entre les deux diapositives. Yann nous explique que dans le cas du salarié, j'aurais qu'un 9 000 euros de disponible, alors qu'avec l'exemple du BNC, dans le 554, j'aurais, Yann, vous m'avez dit 18, 18 829 voilà, pour le même 18 niveau de 829. rémunération, enfin, Voilà. dans le cas présent. Donc, c'est disponible. Ben, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Ils vont nous donner une économie donc de 30, 41, voire 45%, ce qui veut dire en d'autres termes que quand je cotise 10 000, ben, j'ai une réduction d'impôt de 3 000, quand je cotise 3 000 ou 4 100 ou 4 500, ce qui veut dire qu'en fait l'administration fiscale prend en charge 30, 41 ou 45% de ma cotisation retraite. Donc, toute la question que l'on a vue, que vient de nous expliquer Yann, et c'est pour ça que je vais laisser la petite diapositive suivante, c'est si je suis travailleur non salarié, comme j'ai plus de disponibles, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? Alors Yann, je vous propose de commenter la première partie. Moi, je vais faire la deuxième partie de la diapositive. C'est-à-dire dans Oui, quel ordre je commence? alors on va partir directement sur les conseils. On va être dans le concret, c'est-à-dire que si on est TNS, l'idéal c'est d'utiliser à minima les 15% de surplus disponibles qui nous sont affectés, puisque si on ne les utilise pas, ils sont perdus. Donc ça, c'est le conseil numéro 1, on va dire. Ensuite, on le verra peut-être plus tard, on Oui. ira chercher les plafonds les plus anciens, aussi bien pour le salarié que pour le TNS. Ben, je peux d'ailleurs même directement vous le montrer avec un exemple, ici. Donc dans l'exemple en question, donc on imagine qu'on est TNS, on va aller d'abord puiser les 15% de surplus de disponible fiscal, et si on a les liquidités suffisantes, on ira chercher les 6 000 euros qui sont le plafond le plus ancien, qui constitue le plafond le plus ancien. Et pour ne pas perdre ce plafond le plus ancien, il faut verser les 9 000 euros qui correspondent au plafond le plus récent et les 6 000 euros. Donc, une enveloppe de 15 000 euros à affecter pour ne pas perdre les 6 000 euros qui potentiellement peuvent dans certains cas faire gagner 45% d'impôts. Voilà, donc en résumé, quand on est travailleur non salarié, tout d'abord, on va aller chercher une réduction au niveau de l'ancien loi Madelin, donc l'article 154. C'est pour ça qu'il y a une question comment dire, d'articulation très importante, où je vais d'abord chercher ça, c'est 15%. Et puis ensuite, s'il me reste bien sûr de la capacité d'épargne, je vais aller chercher les disponibles les plus anciens, mais le législateur, dans sa petite complication interne, a dit que pour aller chercher le plafond le plus ancien, celui que je vais perdre, puisque si je ne cotise pas cette année, eh bien, il sera perdu. Et bien, dans ces cas-là, il faut que j'aille consommer le plus récent. Donc, je vais d'abord consommer les 9 000 pour pouvoir récupérer les 6 000. Donc, ça, c'est quand j'ai du plafond qui est existant. On a des gens qui nous posent la question en disant oui, mais moi, je suis non pas à l'impôt sur le revenu, je suis à l'impôt société. Si je raisonne sur une enveloppe de rémunération avec des dividendes, enfin, on peut avoir différents modes de rémunération. Donc là encore, à l'impôt sur les sociétés, je sais que certains qui nous regarderont en replay auront la question. On a de toute façon déterminé une articulation qui est un petit peu la même. Tant que j'ai une rémunération de travailleur non salarié importante, je commence par consommer les 15% de ma rémunération de non salarié. Je garde disponible pour mes plafonds de l'article 163. Mais par contre, si j'ai une faible rémunération de TNS et une grosse rémunération en dividende, eh bien à ce moment-là, je vais devoir utiliser les plafonds de l'article 163 dans tous les cas.
quand je suis dans cette partie à l'IS, dans tous les cas, la plupart du temps, il faut faire un calcul personnalisé si on veut optimiser ses versements. C'est là où nous, on intervient dans le conseil, c'est-à-dire que le PER est un produit simple dans le fonctionnement de l'épargne, mais au niveau de l'optimisation fiscale, ça peut avoir quelques petites complications, pour peu qu'on soit en activité et pour peu qu'on ait un statut à l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir ici, il y a une petite astuce aussi. Nous avons fait, pour des questions de simplification, un contribuable célibataire. Vous pouvez remarquer que j'ai qu'un seul disponible fiscal. Or, la plupart des contribuables mariés, en tout cas ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront ce soir, sont en différé, ont sont plutôt avec deux contribuables, soit mariés, soit pacsés. Et dans le cas présent, il faut savoir que on peut très bien aller consommer le disponible de son conjoint. Je m'explique. Nous avons parfois des salaires ou des rémunérations qui sont déséquilibrées entre monsieur et madame. Eh bien, on peut décider que, imaginons que ce soit madame qui gagne très bien sa vie et monsieur qui gagne moins bien sa vie, on peut très bien décider, madame, dans un élan de générosité, dit mon cher époux, nous allons verser et je vais te confier mes disponibles et c'est toi qui vas verser sur ton contrat. Et inversement, monsieur a une grosse rémunération, madame a une moindre rémunération. Madame peut consommer les disponibles de monsieur. Et à ce moment-là, on a un contrat qui est au nom d'un des deux époux et pourtant, il va utiliser les disponibles des deux. Voilà, il faudra cocher une case qui s'appelle la 6QS et pas oublier de le faire. Mais en tout cas, là aussi, ce sont des petites astuces. On peut utiliser, attention, les impôts sont très regardants sur le remplissage des avis d'imposition, des déclarations d'imposition. Et ça nous est arrivé de devoir faire parfois avec Yann des réclamations parce que tout n'avait pas été pris en compte par les impôts, alors qu'on avait même fait des déclarations en ligne. Donc on avait bien coché la case et on avait bien la preuve que la case était cochée. Aujourd'hui, si on doit, avant de passer sur un petit résumé, avant de passer à vos questions, si on doit revenir sur les points à retenir, s'il y a une diapositive à retenir, je dirais que c'est un peu celle-ci. C'est que d'abord, il faut commencer par récupérer son avis d'imposition et de faire vérifier les plafonds. Nous avons eu un certain nombre de cas de figure où les plafonds étaient mal calculés. Je m'explique. Si vous trouvez, par exemple, du disponible fiscal pour l'un des deux époux et pas l'autre, c'est qu'il y a une anomalie. Chacun a droit à du disponible fiscal. Et même quand on est à la retraite, on a droit à du disponible fiscal pour cotiser dans le cadre du père individuel, l'article 163. Donc, première chose, je récupère mon avis d'imposition et je fais vérifier les plafonds. Pour vous aider à vérifier qu'il y ait bien des plafonds disponibles. Ça, c'est vraiment un premier point, parce qu'on a remarqué parfois, voire souvent, des plafonds manquants ou des plafonds qui n'étaient pas justes. Ensuite, si je suis travailleur non salarié, je dois faire cet arbitrage entre 154 bis et article 163. Si je ne suis pas travailleur non salarié, il est évident que c'est plus simple. Je n'ai accès qu'à l'article 163 et là, je vais gérer mon disponible actuel et les disponibles passés. Ensuite, c'est un petit détail, c'est que je dois arbitrer entre les versements réguliers et les versements exceptionnels. Je m'explique. Imaginons qu'on ait pris un contrat pour deux contribuables, c'est-à-dire monsieur, madame, foyer fiscal, et il n'y a que l'un des deux qui consomme, qui récupère les disponibles. On sait pertinemment qu'il y a un disponible par défaut de 4 114 €, donc on peut décider de mettre en place une cotisation régulière de 330 € par mois, et on sait qu'on a déjà un disponible qui est consommé. Et du coup, en fin d'année, on fait le point et on fait des versements exceptionnels. C'est une manière d'arbitrer entre versements réguliers et versements exceptionnels. Vous savez qu'en fonction de la répartition de votre épargne, plus on est à risque, plus il faut faire des investissements réguliers. Il vaut mieux faire des investissements tous les mois que les faire une fois par an. Ensuite, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Pourquoi il faut s'y prendre un petit peu à l'avance? Parce que on a eu malheureusement, notamment dans la mise en place du PER, des compagnies qui étaient
un petit peu en retard sur l'organisation des choses. Et quand on s'y prend après le 15 décembre à faire des versements exceptionnels, on peut avoir de mauvaises surprises. En tout cas, on met un peu tout le monde en stress pour être sûr que on puisse avoir un effet fiscal de la bonne année. On a malheureusement des exemples où les gens ont envoyé un chèque le 15 décembre, ce dernier arrivant quelquefois le 10 janvier, et les compagnies ne voulant pas le prendre en compte fiscalement parce qu'elles pourraient prendre un risque. Et puis, l'expérience nous montre que quand on commence à mélanger les deux fiscalités sur un même contrat, ça peut être compliqué. Pourquoi? Parce que les compagnies ne sont tenues qu'à vous récapituler vos versements. Imaginons, j'ai versé 20 000 dans le cadre de l'article 154, 10 000 dans le cadre de l'article 163. La compagnie va vous dire, eh bien, monsieur le client, vous avez versé 30 000. Donc, il va falloir réaffecter dans votre avis d'imposition les 20 000 à un endroit et les 10 000 à un autre. Alors, si en plus, vous voulez que les versements TNS soient payés par le compte professionnel, donc les versements 154 soient versés par le compte professionnel et les versements d'article 163 soient versés par un compte personnel, les compagnies ne savent pas faire deux prélèvements pour un seul contrat. Donc on s'est rendu compte qu'il valait mieux séparer les deux fiscalités sur deux contrats, ce qui va un peu à l'encontre de la simplification qui était proposée au départ, puisque les compagnies n'ont pas anticipé qu'on puisse avoir deux types de versements réguliers avec deux sources de versements réguliers sur un même contrat. Voilà, ça c'est issu de la pratique. Et Yann, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à me couper sur ces éléments de pratique. Par rapport à tout ça, quelle est notre offre? Donc, nous avons décidé d'avoir une offre qui soit la plus ouverte possible. Je m'explique. Si vous avez un contrat qui n'est pas, que vous n'avez pas ouvert chez Montaigne Patrimoine, il n'y a pas de problématique pour avoir les conseils puisque nous avons mis en place des forfaits ou des abonnements qui vous permettent d'être conseillés par nous-mêmes alors que votre contrat est ailleurs. Ça ne pose aucun souci. Les forfaits sont disponibles sur le site internet. Vous pouvez aller directement y souscrire en ligne et en fonction du forfait que vous choisissez, on peut même faire avant la souscription une analyse de plusieurs produits. Mais vous dites voilà, j'aimerais avoir une analyse du marché sur les contrats qui sont disponibles sur internet avec en apparence les frais les plus bas. Eh bien au moins on peut vous analyser les contrats dans leur totalité en disant voilà, il y a les frais que vous voyez qui sont affichés, puis après il y a les frais des sous-jacents, il y a les frais d'arbitrage des ci et ça, et donc ça on peut dans le cadre d'un forfait grand large notamment faire une analyse de plusieurs produits et vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de ce contrat, qu'il soit chez nous ou pas chez nous, c'est pas du tout le problème. Voilà. Après il y a les contrats que nous avons choisi de commercialiser. Il y en a un petit peu plus que ça, mais on se concentre sur notre offre de 3 contrats puisque la législation nous demande de faire à minima une sélection de 3 contrats. On va un peu plus loin parce qu'on a une shortlist de 5 contrats qui sont Aviva, AGAS et Swiss Life. Et avec chez Swiss Life, on a deux possibilités, soit Swiss Life en direct, soit Swiss Life avec la société RS. On a choisi 3 profils classiques. C'est des profils qui sont faits par EOS Allocation. Et puis, nous avons mis en place aussi un profil ETF. Donc, il y a un maximum d'ETF. Donc, les ETF sont des trackers, sont des supports qui suivent les indices et sur lesquels il y a très, très peu de frais. Par contre, cet ETF, pour qu'il corresponde à une allocation, c'est un ETF dynamique. Il y a en ce moment dessus 75% c'est un profil avec 75% d'ETF. Il y a 10% d'un fonds immobilier et 15% de fonds euros. Et puis, ensuite, on peut aller sur des choses, sur des contrats sur mesure, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans les profils classiques, on peut aller sur mesure. Sur notre mode de fonctionnement, nous avons choisi d'avoir une politique de frais extrêmement réduite sur les versements. En contrepartie de quoi? En contrepartie d'un pack de services qui sont un service avec une allocation dynamique, c'est-à-dire une allocation où dans l'année, il peut y avoir un ou plusieurs arbitrages. Dans le cas présent, quand vous êtes dans le forfait classique, il y a 2 arbitrages gratuits. Donc, il y a l'allocation d'actifs, il y a un point de gestion quand vous le souhaitez, c'est-à-dire si vous voulez faire une
un point avec nous sur le contrat ou sur autre chose, vous avez une demi-heure de consultation patrimoniale. Et donc, on est parti du principe qu'il valait mieux que qu'on sépare deux choses. D'un côté, le contrat qui a été choisi, et de l'autre côté, le pack de conseils qui va avec. En tout cas, l'avantage de séparer le service et le contrat, c'est que comme il y a souvent des calculs à faire tous les ans, il y a souvent, je dirais, un service après-vente important à faire pour profiter au maximum de la complexité. Eh bien, on a fait cette organisation qui nous permet soit d'avoir nos propres contrats, les contrats qu'on a choisi de commercialiser avec un forfait qui s'appelle forfait Cordouan qui est extrêmement accessible à 36 € par mois, ou alors n'importe quel contrat du marché que l'on peut vous aider à gérer avec un forfait grand large ou quand vous avez un patrimoine plus important, un abonnement. Voilà, le but est de plus en plus pouvoir bénéficier de l'ensemble de nos compétences sur une gamme de contrats la plus large possible. Donc maintenant, on va ouvrir les questions. Moi, j'en ai quelques-unes en réserve, le temps que vous puissiez poser. Hop là, le temps que vous puissiez poser les vôtres. Et puis, si jamais Julien, si j'ai oublié quelque chose, parce que moi, je suis parti sur la présentation, si jamais j'ai oublié quelque chose ou si Yann ou Julien veulent revenir sur un point particulier, n'hésitez pas à me le dire. Je peux revenir sur une diapositive si je suis passé trop vite là-dessus. Et si jamais vous avez des Alors, questions. Oui, Yann. oui, oui, oui. Alors, peut-être comparer le PER avec l'assurance vie, en fait, pour montrer l'intérêt du PER en tant que placement rentable intrinsèquement. Oui, eh ben, tout à fait. Donc, du coup, je vais vous nommer présentateur, Yann, comme ça vous allez pouvoir. Alors, c'est pas forcément le but, Louis, Ah, c'est d'accord. simplement dire que bon, le PER, c'est plutôt destiné au TMI de 30% ou plus. C'est à partir de ce moment-là que ça a du sens. Et que les comparaisons que l'on peut faire avec l'assurance vie, si le gain fiscal est investi dans le PER, la comparaison avec l'assurance vie peut s'avérer flatteuse, même en cas de transmission. Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire, c'est-à-dire, si vous pouvez juste expliquer pourquoi, c'est C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, un contribuable présentant une TMI de 30%, à oui, effort d'épargne équivalent, assurance oui, vie, il va mettre 7 000 €. oui, Dans le cadre du PER, il pourra se permettre de verser 10 000 € avec la réduction d'impôt. Il sera bien sur un effort d'épargne de 7 000 €. Simplement, au terme, si on met, mettons, 10%, enfin 10 ans à 4%, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une hausse de plus-value de 35%, un écart d'accord, assez significatif. Ça, c'est pour l'épargne acquise au terme. Mais on a aussi le cas de figure qui peut faire, entre guillemets, qui peut faire représenter une crainte, c'est en termes de transmission. Et bien là, on s'aperçoit également que si on a cette approche-là de réinvestir le gain fiscal, à terme, même si on paye des droits dans le cas du PER, et bien finalement, on transmet plus en termes de patrimoine. Il y a cet aspect-là. Il y a peut-être aussi un autre aspect, c'est de se servir du PER comme un produit de prévoyance, parce qu'en cas d'invalidité, d'accident de carrière, décès du conjoint, eh bien, on peut récupérer l'épargne acquise. On est juste fiscalisé sur les prélèvements sociaux sur la plus-value. Et donc, ça constitue un produit de prévoyance. d'accord. Il y avait peut-être un autre point, c'est le PER. Comme on l'a dit tout à l'heure, le disponible fiscal est ouvert aux retraités, mais il est aussi ouvert aux enfants mineurs. Et dans certains cas, l'enfant mineur, si les parents lui ouvrent un PER, il peut y avoir une bonne optimisation aussi à ce niveau-là. Mais ça fera peut-être l'objet d'un futur webinaire. D'accord. Vaste Oui. sujet, effectivement, oui, sur les enfants rattachés. Effectivement, on a aussi les
le cadre des majeurs protégés aussi, on a aussi un avantage complémentaire. Oui, Yann? C'est pour montrer l'intérêt du PER en tant que placement. Et dans une gamme de solutions d'investissement, avoir un PER, ça a du sens parce que ça permet des optimisations présentes et futures. Voilà, c'est tout. Effectivement, on avait fait en mars 2020 un webinaire, enfin, peut-être en avril 2020 pendant le confinement, un webinaire là-dessus, où on avait montré, tableau de comparatif à l'appui, que bien utilisé, un PER pouvait être plus intéressant qu'un contrat d'assurance vie sur sur beaucoup d'aspects, y compris au niveau successoral. Et bon, depuis, pas mal de gens ont emboîté le pas. Mais en avril, on avait montré quelques exemples, cette capacité-là. On a aussi, ça fait l'objet de d'autres webinaires sur la question du transfert. Est-ce que je transfère mon PERP sur un périn? On va dire que globalement, il y a pas de cas où il faille hésiter à transférer son PERP sur un périn. Le seul cas de figure qu'il faut éviter, c'est si je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale, le traitement fiscal du PERP est quand même bien plus favorable dans le cadre d'une achat de résidence principale que le traitement fiscal du périn, puisqu'on peut arriver à une imposition qui est 5 fois plus élevée, 4 à 5 fois plus élevée, dans le cadre du périn. Donc quand j'ai un PERP et que je m'interroge encore sur l'opportunité du transfert du PERP vers un périn, eh bien, il faut juste que je vérifie que je n'ai pas à la retraite une résidence principale à acquérir. Voilà pour ces observations. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder si les questions sont écrites. Pour l'instant, pas de questions. Je vais revenir sur une diapositive de tout à l'heure. Donc, pour l'instant, pas de questions. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Je peux même ouvrir le micro si vous ne voyez pas comment poser une question. Pour l'instant, je n'en vois pas. C'est peut-être que nous avons été clairs. Voilà, en fait, quand on a ici sur la vie d'imposition le conjoint, eh bien, il va se retrouver ici, et parfois on peut avoir l'enfant à charge qui rajoute un disponible également que l'on peut cotiser pour lui. Voilà. Il y a une petite chose sur laquelle je suis passé tout à l'heure assez rapidement dans les mentions ici. Je le dis parce que c'est arrivé. Vincent, j'ai bien vu la question et je vais y répondre juste après. Il ne faut pas oublier que quand je suis salarié, quand mon employeur abonde au PERCO et pas au plan d'épargne d'entreprise, hein, mais au PERCO, eh bien, l'abondement de l'employeur sur le PERCO va venir en déduction de mon disponible pour le PER 163. Donc c'est là où il faut faire un petit peu attention. C'est ce à quoi il faut faire attention, c'est que dans le calcul, s'il y a un abondement d'employeur, il faut que je fasse attention à cet abondement d'employeur quand je décide de faire un versement complémentaire. Quelquefois, c'est oublié, même c'est souvent oublié, et ça peut faire l'objet d'une mauvaise surprise. Bon, après, l'épargne est toujours placée, hein, mais quand même, je n'ai pas eu l'avantage fiscal. La question de Vincent est de faut-il avoir 2 contrats ou un seul contrat dans un couple? Bonne question. On ne va pas rentrer dans les relations entre partenaires ou les relations entre gens mariés. Si on est très égalitaire et très légaliste, je dirais qu'il faut un contrat par personne. Si on a une stratégie de protection du conjoint, parce que imaginons que l'un ait plus de revenus que l'autre, et imaginons qu'on soit dans le cas où monsieur a plus de revenus que madame, et donc on a en plus un potentiel de survie plus important chez madame que chez monsieur, on peut imaginer qu'on ouvre un seul contrat et que monsieur cotise son plafond, enfin que madame cotise à hauteur de son plafond à elle et du plafond de monsieur dans ce contrat. C'est un acte de prévoyance pour le niveau de retraite futur du conjoint, notamment quand le conjoint sera veuf. On sait très bien que les rentes de réversion sont assez faibles. Voilà. Donc quand on a
un ménage qui a plutôt la préoccupation, parce qu'ils s'entendent parfaitement, de protéger le survivant. Si en plus il y a, imaginons, 3, 4 ans, 5 ans de différence entre monsieur et madame, un revenu est plus important chez monsieur que madame, notre conseil très souvent, c'est de dire ouvrons un père au nom de madame, ça n'empêche pas d'ouvrir au nom de monsieur, et maximisons les versements pour la protection de madame le jour où elle sera veuve. J'ai une deuxième question qui est l'abondement de l'employeur sur l'article 83 a-t-il un effet sur le disponible fiscal? Alors, c'est pas un abondement sur l'article 83 ou Perrot. Les cotisations de l'employeur sur l'article 83 ou le Perrot sont des cotisations obligatoires. Donc, comme elles sont obligatoires, elles ne rentrent pas en déduction du disponible du Perrin 163. En espérant avoir répondu à la question. Je pourrais toujours revenir dessus si pas. Et merci pour la réponse. Bon, très bien. Moi, j'ai bien répondu déjà à la première question et en espérant que j'ai bien répondu aussi à la deuxième question. Donc, le Gard, aujourd'hui, a tout compris. Non, c'est un clin d'œil. Hein. Et donc, ne pose pas de questions, mais s'il y en a, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il peut y avoir de mauvaises réponses, mais rarement de mauvaises questions là-dessus. Donc, en fait, c'est comme toujours en France, on a une loi qui a un certain niveau de complexité et on peut passer à côté d'opportunités. Il est évident que notre métier, c'est souvent d'aller tirer dans les coins, d'aller voir les opportunités pour en tirer profit. C'est la différence qu'il y a entre un conseil lambda qu'on peut trouver sur Internet et puis une optimisation que l'on peut avoir dans une relation plus personnelle. Et c'est pourquoi nous, on se spécialise dans ce genre de cas de figure. Et c'est aussi pour ça que en avril l'année dernière, avec Yann a fait un simulateur parce qu'il n'y avait pas de simulateur sur le marché pour savoir quelle stratégie il fallait avoir. Et c'est comme ça que on s'est orienté vers le conseil. Et puis après, il y a l'expérience. Quand je parle de l'expérience, c'est ce qui nous a fait évoluer un petit peu sur le mélange de fiscalité que l'on avait sur deux types de versements, puisqu'on a vu que, contrairement au message commercial des compagnies, dans les faits, il y avait cette problématique-là, cette problématique de ne pas savoir forcément identifier ou de ne pas vouloir, puisque la loi ne l'oblige pas, un versement qui vient d'un article de l'article 154 ou un versement qui vient de l'article 163. Donc ça, c'est l'expérience qui nous le montre, mais il faut y être particulièrement prudent. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. En tout cas, remercie Vincent pour ses nombreuses questions. Et je voulais repasser. Oui, voilà, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je terminerai là-dessus. Quand je suis dans une tranche à 45%, aucune hésitation, je peux cotiser des sommes importantes. Quand je me retrouve avec des rémunérations, comme ça nous arrive de rencontrer de 200, 250, 300 000 euros chez certains indépendants ou certaines professions de santé, la question de consommer ma tranche à 45 ne se pose pas. La question de consommer ma tranche à 41 aussi se pose assez peu. Mais quand on arrive dans une tranche à 30%, c'est-à-dire qu'imaginons que je sois dans une tranche à 41 et que je consomme toute ma tranche et que j'attaque ma tranche à 30%, il faut éviter autant que faire se peut de se retrouver en période de cotisation et en période de service du revenu dans la même tranche d'imposition. Même s'il y a un gain, hein, on a notre tableau, le tableau qu'on a fait avec Yann l'année dernière nous montre bien que même à ISO tranche de marginale d'imposition, c'est encore intéressant. Il faut quand même faire attention à combien je vais déduire de ce côté-là, parce que après, il ne faudrait pas se retrouver dans le cas de figure de gens qui sont non imposables et qui choisissent l'imposition, ou des gens qui se retrouvent à cotiser et qui se retrouvent à cotiser dans une tranche dans laquelle ils seront même pas, enfin ils seront dans la même tranche quand ils seront à la retraite. Donc il faut faire un petit peu attention à ce genre de détails. Donc, il y a toujours des calculs à faire au moment du calcul de la cotisation.
Bon, je ne vois qu'il n'y a pas eu de nouvelles questions. Nous avons tenu les 45 minutes. Nous restons bien sûr à votre disposition sur ce sujet, puisque c'est la période de faire les calculs. Il faut noter que quand on cède des titres et que l'on fait une plus-value, le PER, le PER individuel, peut être une occasion de faire baisser les revenus de manière importante l'année de la cession, et dans certains cas de figure, pour baisser le traitement fiscal d'une plus-value de cession, utiliser le PER individuel, donc dans le cas de l'article 163, voire même les deux, article 154 plus 163, peut être une très très bonne stratégie. Voilà, alors là on est quand même dans la haute couture, mais quand on l'utilise bien, on arrive à des optimisations où on fait sacrément baisser l'imposition de la plus-value. C'est des petits bonus qu'on a appris à utiliser. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce webinaire, que l'on soit en direct ou que l'on soit en rediffusion. Pour vous donner une idée, on a sur le sujet du PER, aujourd'hui, on a globalement une audience qui est à peu près de 20 à 25 fois, entre ceux qui sont présents et ceux qui le voient en replay, on est entre 20 et 25 fois, voire 30 fois le nombre de visions sur la rediffusion. Et en ce moment, vous voyez, par exemple, cette semaine, sur notre chaîne YouTube, à laquelle je vous conseille de vous abonner, eh bien, depuis lundi, le webinaire le plus vu est celui justement de 2020 sur le PER. C'est un petit clin d'œil à celui qu'on a fait cette semaine. Je remercie Yann de m'avoir aidé à animer ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt. Dans 15 jours, nous allons traiter un autre sujet sur la dette privée ou le crowdlending. Nous ferons un point sur 5 à 6 ans d'activité, mais surtout un point assez détaillé sur l'année 2020, puisqu'il y a eu sur beaucoup de dettes des réaménagements de prêts, et on regardera en détail ce que ça a fait sur la performance, s'il y a eu des défauts, s'il n'y a pas eu de défauts. Enfin, globalement, les surprises, il n'y a pas de mauvaises surprises, mais en tout cas, on regardera un peu l'effet que ça a donné selon les types de dettes sur les gens qui ont choisi de faire ça, de placer une partie de leur épargne en crowdlending. C'est une classe d'actifs chez nous qui est importante, parce qu'on a un peu plus de 10 millions d'encours là-dessus, sur cette classe-là. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.